Bonjour, je m'appelle Dominique Costagliola, je suis épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et je dirige une unité qui s'occupe d'infections à VIH. Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce que c'est qu'une cohorte et montrer un exemple historique emblématique et puis un exemple d'un travail qu'on conduit à l'heure actuelle dans le laboratoire sur les patients infectés par le VIH. Donc l'exposé que je vais faire, c'est un exposé qui essaye de définir finalement les concepts de cohorte. Et d'ailleurs, vous verrez, je vais commencer et finir par la définition des cohortes, sauf que la source n'est pas la même. Et j'espère que vous verrez pourquoi je pense beaucoup de mal de la définition que je vous ai mise à la fin, en dépit de l'endroit où je l'ai trouvée. Donc, je vais parler essentiellement de principes, de quelques notions de base, qui sont importantes à garder en tête quand on interprète des données issues d'études observationnelles et notamment de cohortes. Et puis je vais illustrer ça par deux exemples, alors pas en profondeur évidemment. Un exemple historique fameux, la cohorte Framingham. Je pense que ça doit être la pionnière de toutes les cohortes. Et c'est une cohorte qui existe encore, qui fonctionne encore, qui a encore des visites. Je pense que la 30e visite des patients initialement toujours vivants, qui ont été initialement inclus en 1948, s'est déroulée de 2008 à 2010. Et puis, je donnerai un exemple, donc, justement, de la base de données des sujets séropositifs suivis à l'hôpital, dont on s'occupe au laboratoire. Pareil, je pense qu'un des aspects importants, c'est de voir au bout de combien de temps, finalement, on devient productif quand on se lance dans cette aventure. Alors, la première définition que je vais donner, c'est une définition qu'on trouve sur le site de l'IRESP, donc l'Institut de santé publique, qui est un GIS qui, en fait, associe différents partenaires et qui finance des projets d'épidémiologie et de santé publique. Une cohorte, c'est la réunion d'un groupe de sujets qu'on a choisi parce qu'ils partageaient ensemble un certain nombre de caractéristiques et qu'on va suivre au cours du temps à l'échelle individuelle. Donc on va récupérer au cours du temps pour ces personnes des informations sur à la fois ce qui leur arrive et aussi ce à quoi ils sont exposés. Voilà, donc là c'est ce qui arrive juste après. Elle repose sur la collecte d'informations concernant des caractéristiques et des expositions des sujets suivis qui sont recueillis avant le moment d'apparition des effets analysés. Alors ça c'est très important cette notion parce que c'est la notion qui va conditionner le fait que ce qu'on recueille sur les expositions est indépendant de ce que l'on recueille sur les maladies et est collecté a priori. Ça, c'est l'élément déterminant par rapport à la qualité d'étude, par rapport à ce qu'on verra tout à l'heure, qu'on va appeler les biais. Mais en fait, le fait de suivre longitudinalement n'est pas la seule façon de collecter des informations indépendantes. Vous voyez, si on est au Danemark et qu'à peu près tout ce qui concerne les conditions de santé dans des fichiers, et que vous croisez le fichier des patients exposés au Roaccutane avec le fichier des patients qui ont été hospitalisés parce qu'ils avaient fait une tentative de suicide, vous aurez aussi collecté vos données d'exposition au Roaccutane indépendamment de vos données, et donc vous serez aussi dans une situation qui a minimisé les biais, alors même que vous n'avez pas réellement, concrètement sur le terrain, fait une étude prospective. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement le fait d'être prospective ou pas. Ce qui compte, c'est le fait que les données qu'on a sur l'exposition, au moment où on les collecte, ça ne dépend pas des données qu'on aura ou qu'on a ailleurs sur les événements qui nous intéressent. Mais enfin, le dernier élément, ça dit que, en regardant de façon attentivement l'ensemble des variables qu'on a collectées, l'ensemble des biais, l'ensemble des facteurs de confusion, à la fin, on va pouvoir approcher une relation causale. Et vous verrez, je vais revenir sur ces notions, donc c'est pas très grave. Alors, évidemment, tout de suite, deux choses différentes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi mes deux exemples. Cohorte en population, c'est essentiellement une cohorte où on va chercher à voir quels sont les facteurs de risque de survenue de maladies chez des gens qui, au départ, sont indemnes. Et ce sera typiquement l'exemple de la cohorte Framingham. On a inclus des gens pour regarder ce qui allait leur arriver sur le plan des maladies cardiovasculaires au sens large. Et évidemment, vous voyez bien que ça n'est adapté que si la maladie n'est pas trop rare.
Mais aux États-Unis, dans les années 50, le risque cardiovasculaire, c'était en train de monter en flèche et donc on était bien dans une situation où ça n'était pas trop rare. Dans une cohorte de malades, là, vous allez intéresser à quels sont les déterminants du fait que chez des gens qui sont malades, ils progressent plus vite ou bien il leur arrive telle ou telle complication supplémentaire, telle ou telle pathologie associée finalement à la pathologie qui a fait qu'on les a inclus dans l'étude. Bien sûr, au niveau organisationnel, ça a des enjeux très importants, puisque ce n'est pas du tout de la même façon qu'on va envisager la construction de la cohorte. Et bien sûr aussi, c'est forcément très dépendant du système social. Si on regarde par exemple en France, les grandes cohortes en population, en général, ça a été des cohortes dans des groupes de population où on avait l'idée a priori que la population, on n'allait pas la perdre au fil du temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? La première grande cohorte qu'il y a eu en France, c'est l'enquête prospective parisienne, lancée par le GREA, sur les maladies cardiovasculaires, dans les années 60, qui avait inclus des policiers parisiens, avec l'idée de se dire que, il n'y avait pas à se mettre d'accord avec beaucoup de services de médecine du travail pour pouvoir avoir un endroit où on les verrait régulièrement, pour leur faire des prélèvements par exemple, et que quand on était policier parisien, la probabilité qu'on déménage ou qu'on devienne plus policier était toute petite et que donc on allait pouvoir les suivre longtemps. Autre exemple, Gazelle, cohorte Gazelle, pareil, c'était le personnel d'EDF-GDF. Là aussi, quand on est personnel d'EDF-GDF, la probabilité qu'on cesse d'être personnel d'EDF-GDF au cours du temps est assez petite, ou en tout cas était assez petite au moment où on a constitué l'étude. Et donc, ça donnait un bon cadre pour faire une étude longitudinale. Et par exemple, je vous cite un dernier exemple. Alors, on n'a pas vraiment stricto sensu suivi les gens de façon individuelle, mais de quelque chose de spectaculaire qui a été fait au Royaume-Uni, la Million Women Study, qui, comme son nom l'indique, a inclus près d'1 million de femmes. Comment on a fait ? Eh bien, en fait, on s'est mis d'accord avec des centres qui reçoivent les femmes pour faire les mammographies dans le cadre du screening pour le cancer du sein. Et donc, les femmes qui avaient été invitées pour venir faire un screening, en même temps que la lettre, elles ont reçu un questionnaire qu'elles devaient remplir, dans lequel on détaillait un certain nombre de leurs caractéristiques et leurs données d'exposition, en particulier à la contraception, à l'hormonothérapie substitutive. D'accord ? Et ensuite, celles qui sont venues faire l'examen de mammographie et qui avaient amené le questionnaire, on les a inclus. D'accord ? Et du coup, on a noté quel était leur numéro d'identification dans le National Health Service, puisque avec le système anglais, voilà. Et après, il se trouve qu'en Angleterre, il y a des registres des cancers qui recouvrent l'ensemble du territoire, à la différence de ce qui se passe chez nous. Donc après, ce numéro d'identifiant NHS était, entre guillemets, tagué. Et donc, si au final, un diagnostic de cancer était fait qui finissait par arriver dans un des registres des cancers au Royaume-Uni, avec ce numéro tagué, le fait qu'il y avait un cancer et les caractéristiques de ce cancer étaient envoyés au centre qui faisait l'étude, qui s'occupait de la Million Women Study. Donc vous voyez comment, en profitant de la façon dont le système est organisé au Royaume-Uni, on fait une étude à 1 million de femmes qui ne coûte qu'1 million de livres par an, parce que sans ça, elle en coûterait facilement 10 à 100 fois plus. Donc vous voyez, quand je dis que ça dépend de votre système, voilà, ce qui se passe, ce qui est pertinent dans un pays n'est pas forcément pertinent dans un autre. Vous voyez, le fait de choisir des populations style EDF, GDF ou style les policiers parisiens, ça pourrait être d'autres populations dans d'autres endroits. Et bien sûr, je pense que quand on fait des évaluations internationales, ce qui est très légitime pour la pertinence scientifique, ces aspects-là ne peuvent pas bien être compris par des experts qui ne connaissent pas très très bien votre système. Donc ça pose un souci autour de ça. Alors après, très souvent, quand on n'est pas épidémiologiste, les gens ils veulent qu'à partir des cohortes, on dise des choses sur l'incidence ou sur la prévalence. Mais il faut bien voir que pour étudier les facteurs de risque d'une maladie ou les facteurs pronostiques, selon qu'on est cohorte de malades, cohorte population générale, on n'a pas besoin nécessairement d'être représentatif. Vous voyez,
Françoise Clavel va venir vous parler de la cohorte E3N, dont elle s'occupe, où elle a inclus 100 000 femmes qui étaient affiliées à la MGEN. Pareil, si vous êtes affilié à la MGEN, la probabilité que vous ne continuiez pas à être affilié à la MGEN au cours du temps était très petite. Donc, à nouveau, très bon exemple. En plus, là, formidable parce que quand vous êtes affilié à la MGEN, en général, c'est votre centre MGEN qui fait vos remboursements de sécurité sociale et qui donc a l'ensemble de vos consommations remboursées. Et donc, si vous pouvez récupérer ces données, vous voyez que ça vous donne tout un tas de données supplémentaires sans coût. Hein. Bon, mais cette cohorte, bien entendu, n'est pas du tout représentative des femmes en France. Hein. Mais ça ne veut pas dire que quand vous trouvez que le facteur A, il est associé à B et que vous montrez de façon convaincante que c'est causal, que ça n'est pas vrai. Donc, pour étudier un facteur de risque, vous n'avez pas du tout besoin d'être représentatif. Hein. Mais donc, en général, les cohortes ne sont pas constituées pour donner des informations représentatives sur la population correspondante. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on en attend. Donc quand elles vont produire des données d'incidence ou de prévalence, ça ne s'appliquera pas forcément à une population source bien précise. Hein. Et ce n'est pas ça qu'il faut en attendre, sauf exception. Et pareil, hein, en général, quand on fait par exemple surtout des cohortes de malades, hein, les cliniciens veulent toujours qu'on soit exhaustif. Comme si ça devait devenir un registre. Hein. Mais pour les questions, pour s'intéresser à des relations entre exposition et événement, il n'y a pas du tout besoin d'être exhaustif. Ce qu'il faut, c'est que ceux que vous avez inclus, vous ne les perdiez pas de vue, hein, mais si vous ne les avez pas tous, ça n'a pas d'importance. Évidemment, si vous êtes exhaustif, dans le cas d'une maladie rare, vous pourrez dire des choses sur l'incidence et la prévalence parce que vous serez forcément représentatif si vous êtes exhaustif. Mais ça n'est pas une nécessité en soi d'une cohorte. Alors après, c'est juste comme ça dans les... Vous voyez bien, Framingham, je vous en parlais tout à l'heure, donc ils ont commencé à recruter des gens en 1948. Et je vous ai dit, ça existe toujours. Le projet existe toujours. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans le système atomisé actuel, dans lequel, au mieux, on est évalué pour... Maintenant, on va passer à 5 ans. Déjà, on a gagné 1 an, formidable. Mais vous voyez, on n'existe pas pour plus que 5 ans quand on est un laboratoire de recherche. Donc, ça pose quand même des petits problèmes de durée de vie respective. Surtout qu'en général... comme vous le verrez dans la suite sur des exemples, hein, quand vous venez de commencer une cohorte, il va se passer 4-5 ans avant que vous deveniez très productif. Donc si on vous dit « Ah ben non, vous n'avez rien fait, on vous arrête », c'est juste le moment où ça allait commencer à devenir intéressant qu'on vous dit qu'il faut s'arrêter. Hein. Donc vous voyez, il y a des soucis de ce genre. Et par ailleurs, c'est une grande infrastructure de recherche très consommatrice en personnel, dans un environnement où le personnel de statut pérenne se raréfie. Donc, il y a des enjeux vraiment compliqués autour de ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu des appels d'offres, grande infrastructure de recherche ciblée cohorte, et il y a aussi des systèmes qui se mettent en place, par exemple, pour un certain nombre des cohortes comme ELF ou comme Constance, de créer des espèces d'unités de service communs qui auraient des durées de vie plus longues que la durée de vie d'une unité, pour être, disons, le centre ressources. Et puis après, de toute façon, et bien sûr, il y a plein de chercheurs qui peuvent se greffer autour de ça, qui, eux, ont des unités avec des durées de vie à 5 ans. Hein. Mais vous voyez qu'il y a des enjeux vraiment quand même importants. Alors donc, on a commencé à le voir, dans les études observationnelles, hein, les schémas sont définis suivant la temporalité entre le recueil de l'exposition et l'événement. Et dans le cas des cohortes, on a vu qu'on avait un groupe suivi au cours du temps et qui avait une temporalité forward, enfin qui allait vers l'avant, puisqu'on allait collecter les données d'exposition avant d'avoir les données sur l'événement. Les autres types d'études observationnelles qui existent, alors il y en a au moins une qu'il faut que je cite parce que je vais m'en resservir à la suite, c'est les études cas témoins. Quand on fait une étude cas témoins a priori, on va sélectionner un groupe de cas et un groupe de témoins, donc il va falloir sélectionner 2 groupes basés sur l'absence ou la présence de l'événement, et on va avoir une temporalité backward puisqu'on va aller chercher pour eux quelles étaient les expositions. Alors que ce qui a permis de les inclure dans l'étude, c'est le fait d'avoir un événement ou ne pas l'avoir. Hein. Alors ça ne veut pas nécessairement dire, néanmoins,
que cette information, elle va pas être collectée de façon indépendante. Bien sûr, si vous faites une étude cas témoin, vous sélectionnez vos cas maintenant et vous allez les interroger maintenant pour savoir leur exposition, vous voyez bien que là, vous ne collectez pas votre information indépendamment de l'événement. Mais en revanche, si vous utilisez comme au Danemark des bases de données, vous allez pouvoir quand même peut-être récupérer les données d'exposition indépendamment du fait d'être un CRA. Hein. Donc tout dépend comment vous faites l'étude. Et enfin, les études transversales, ou en anglais cross-sectional, eh bien là, vous allez regarder un seul groupe à un moment donné, hein, et vous allez mesurer à la fois la présence de l'événement et les expositions. Hein. Et donc évidemment, en termes d'interprétation et en particulier de causalité, vous serez beaucoup plus limité dans ce type d'études. Pour les trois, néanmoins, il y a des principes de base, qui est de définir finalement quels sont les sujets qui vont être inclus. Et pour ça, il faut réfléchir au fond à c'est quoi votre objectif, hein, à quelle population vous voulez généraliser vos résultats. C'est ça qui va vous aider à bâtir finalement la façon que vous allez avoir de choisir vos sujets et dire qui pourra être inclus, qui ne devra pas être inclus. Vous allez choisir quelles variables sont collectées, quel type d'événements vous allez étudier, quels facteurs de risque vous voulez explorer, quels facteurs de confusion sont importants, on va revenir sur cette notion. Et puis même si vous ne faites pas un calcul très très précis du nombre de sujets nécessaires, parce que déjà dans les essais thérapeutiques c'est forcément approximatif, mais là c'est encore pire, mais au moins faut réfléchir au fait de savoir si vous verrez quelque chose ou si vous verrez rien. Hein, et ça dépend de la fréquence de l'événement qui vous intéresse. Vous voyez, si l'événement est très rare, il faut suivre beaucoup de sujets très longtemps. Si l'événement est assez fréquent, vous avez besoin de moins de sujets. Vous voyez, des choses assez basiques de bon sens. Si on revient donc aux cohortes, on va constituer et suivre un groupe de sujets au cours du temps et on va estimer l'incidence de survenue d'un événement ou d'une maladie qui nous intéresse. Et puis, on va vouloir étudier l'effet d'un facteur, d'une exposition, sur l'incidence de cet événement qui nous intéresse. Donc, au fond, on va partir en général au départ de gens qui sont indemnes, qui n'ont pas la maladie d'intérêt. On va évaluer au fond s'ils sont exposés à tel ou tel facteur qui nous intéresse et on va regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, vous voyez bien que bien sûr on va pas regarder qu'une seule maladie en général, on va regarder plus d'un outcome, il faut un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait vouloir collecter. Et puis aussi, on ne va pas regarder qu'une seule exposition, hein. On va mesurer tout un tas d'expositions différentes. Parce que comme on part pour longtemps avant d'être productif, hein, il faut aussi qu'on n'ait pas qu'une seule question. Et bien sûr, on a aussi beaucoup de questions qui vont venir en cours de route se rajouter. Donc pour lequel, en fait, on pourra simplement... même si on n'avait pas les informations au départ, vous voyez, on peut très bien à la visite... X, se dire qu'on va se mettre à collecter telle information qu'on n'avait pas parce que c'est une information qui est devenue importante. Et aussi, a fortiori, bien sûr, quelque chose qui est très important de nos jours, c'est d'avoir une biobanque. Hein, parce que de bien réfléchir à quels sont les prélèvements intéressants. Est-ce qu'on veut des prélèvements cellulaires? Est-ce qu'on veut de l'ADN? Est-ce qu'on veut du plasma? Est-ce qu'on veut du sérum? Prélever sur ci, prélever sur ça, etc. Pour pouvoir tester a posteriori des nouveaux marqueurs qui seraient identifiés par ailleurs. Donc les avantages de ce type de design pour répondre à une question, c'est que ça permet d'estimer l'incidence directement. Et donc ça permet de faire des évaluations de risque absolu. Quand on fait une étude cas témoin, on va pouvoir dire des choses autour des risques relatifs. Mais le risque relatif, vous voyez, de quelque chose qui est éventuellement rare, peut-être que ça n'a pas une grande importance en santé publique. Donc ça ne suffit pas de donner des estimations de risque relatif, de me dire je multiplie le risque par 2. Oui, mais si le risque il est 1 pour 1 milliard, est-ce que c'est très gênant? Tandis que si le risque il est 1 pour 1000, déjà le multiplier par 2, vous voyez, ça n'a pas le même sens, parce que le nombre de cas en plus, il va être beaucoup plus conséquent. Hein, donc, un des intérêts, c'est de pouvoir faire comme ça ces estimations de risque absolu. Ça permet d'étudier plusieurs événements. Vous allez, disons, prendre du temps à bien définir vos expositions et à les mesurer de façon précise, hein, puisque c'est au fur et à mesure que vous allez les documenter. Évidemment, c'est long,
c'est coûteux. Il faut que le suivi soit bonne qualité, donc il va falloir qu'on imagine des choses inventives pour limiter les perdus de vue. Et vous voyez dans les exemples de cohortes que je vous citais en France, déjà que le simple endroit où vous avez décidé de le faire, c'était vraiment avec ça en tête. Évidemment, c'est peu adapté aux événements rares, sauf si votre cohorte est de très grande taille. Et puis après, mais on va revenir dessus. Une fois qu'on a une association, ça ne veut pas dire que cette association est causale, ni aussi que si je change E, il va se passer quoi que ce soit sur le risque de M. On va y revenir après. Mais ça, c'est inhérent à toutes les études observationnelles, ce n'est pas seulement les cohortes. Alors, quelles sont les étapes ? On a vu que la première étape, c'était de sélectionner un échantillon de la population, de mesurer les facteurs de risque, les facteurs de confusion, de prendre des gens qui sont à risque de développer l'événement étudié, bien entendu. Et puis, on va suivre les gens et on va mesurer la survenue de l'événement. Bien sûr, on va aussi, au fil du temps, régulièrement remesurer les expositions, parce qu'on veut voir comment évoluent les expositions. Et puis, bien sûr, il faut essayer de suivre au maximum l'ensemble des participants. Alors, on peut faire donc une cohorte constituée de la population source et puis on classifie l'exposition des sujets. C'est une première solution. Donc, ça veut dire que dans la cohorte elle-même, on aura des exposés et des non-exposés. Mais on peut aussi ne prendre que des gens qui sont exposés et avoir un comparateur extérieur. Par exemple, les cohortes professionnelles. Par exemple, beaucoup des travaux qui ont été faits sur l'amiante, on comparait ce qui arrivait à une cohorte de travailleurs de l'amiante aux données en population générale. Donc, pareil pour, par exemple, les victimes d'irradiation, des choses comme ça, on a vu des exemples comme ça. Alors, quelques notions importantes qu'on trouve de temps en temps. Une cohorte fermée, c'est parce qu'on a des inclusions qui sont fixées au début de l'étude. Par exemple, c'était le cas de Framingham, c'est une cohorte fermée. On a inclus 5000 et quelques sujets en 1948, puis on les a suivis. Puis vous verrez qu'en fait, on a inclus de temps en temps d'autres patients, on verra pourquoi. Donc évidemment, la population qui est présente au début de l'étude, elle va avoir une histoire différente, y compris, vous voyez, les gens qu'on a recrutés à Framingham en 1948, peut-être qu'ils ne ressemblent pas du tout aux gens qu'on a maintenant, et que les environnements de maintenant ne sont pas du tout les environnements de 1948. Donc voilà, c'est la limite de la cohorte fermée. Si vous avez une cohorte ouverte avec des inclusions en continu, vous pouvez prendre en compte ces évolutions. Mais évidemment, les patients qui vous apportent le plus de patients années, qui sont les plus informatifs, c'est quand même les patients inclus il y a longtemps, pour lesquels on a beaucoup de recul. Alors, les cohortes, donc là, en utilisant prospective et rétrospective, vraiment sur le côté de la temporalité du recueil de données, c'est des mots qu'en général, je conseille d'éviter. D'abord, c'est ce que dit la recommandation sur comment on doit raconter les études observationnelles dans les papiers, parce qu'il y a beaucoup de significations et les gens les utilisent à tort et à travers. Et la seule chose vraiment importante, comme je vous ai dit, c'est de savoir si les données d'exposition sont collectées de façon indépendante des données de survenue d'événements. Donc bien sûr, quand c'est avant, c'est forcément indépendant, donc on est bien dans ce côté prospectif, mais il y a d'autres façons de faire une collecte qui serait indépendante. Donc on inclut et on fait les mesures initiales dans le présent, et on suit, et donc on va être dans le futur pour le reste, et c'est pour ça qu'on dit que c'est prospectif. Quand c'est rétrospectif, on inclut, on a les mesures initiales dans le passé et on regarde les événements dans le présent. Par exemple, typiquement dans les cohortes de travailleurs de l'amiante, on prend les gens qui ont été employés de la société machin, on sait de telle date à quel poste ils étaient, et on a des gens qui ont reconstitué au fil du temps quels étaient les niveaux d'exposition à ces postes compte tenu des mesures de sécurité, et on reconstitue l'exposition des gens. Et puis on regarde maintenant, est-ce qu'ils meurent plus, est-ce qu'ils font plus de cancer. Donc évidemment, en faisant comme ça aussi, on peut gagner du temps, vous voyez bien, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre. Le passé, il est déjà, toute l'histoire est déjà en partie passée, quoi. Autre chose qui peut être importante en fonction de l'utilisation et de l'interprétation qu'on aura des données,
c'est cohorte par intervalle et cohorte clinique. Cohorte par intervalle, c'est quand les visites dans la cohorte sont planifiées. Vous avez, voilà, éventuellement une partie des choses sont déclaratives. Par exemple, dans l'étude E3N de Françoise Clavel, tous les 2 ans environ, ils envoient un questionnaire aux femmes. Et c'est comme ça qu'ils ont des données d'exposition et des données d'événements qu'après ils vont valider, qu'après ils croisent avec les données de la MGEN, etc. Mais vous voyez, donc on a quelque chose qui est en partie déclaratif au départ. Et c'est quelque chose qui est donc totalement indépendant du soin ou des choses comme ça. D'accord ? Et puis, la cohorte clinique, ça c'est en général quand on est sur une cohorte de malades. Et en gros, on enregistre des informations quand les gens viennent. Alors, pourquoi ça fait des différences ? Quand vous êtes dans la deuxième, par exemple, et que vous enregistrez des paramètres biologiques importants, par exemple, si je prends l'exemple dans le VIH, les CD4, vous voyez, ou même des choses sur la fonction rénale et tout ça, vous voyez bien que vous allez avoir peut-être d'autant plus de valeurs que la personne va mal. Mais que, du coup, le nombre de valeurs que vous allez récupérer, le délai entre 2 valeurs, va dépendre de l'état de la personne. Donc, quand vous voudrez interpréter le rôle de ces marqueurs sur la survenue de n'importe quoi, il faudra réfléchir à ça et à ce que ça veut dire d'avoir plus de valeurs. Ou essayer de choisir des gens pour lesquels vous avez un nombre minimum de valeurs ou un nombre régulier de valeurs. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Vous n'aurez pas du tout ce problème-là de l'autre côté, puisque ça existe. Il y a au moins une cohorte par intervalle qui publie beaucoup dans le VIH, qui est la MAX aux États-Unis. Eux, ils ont une visite dans la cohorte tous les 6 mois et ils ont les CD4 tous les 6 mois. Donc, ce qui est mesuré, c'est ce qui est mesuré quand les gens viennent pour la visite de la cohorte. Donc, il n'y a pas ce problème de « je le mesure plus parce que la personne est malade ». En revanche, si je veux m'intéresser à la question de prendre en compte les biais d'indication de pourquoi on a commencé à traiter quelqu'un et que je veux corriger pour justement des marqueurs qui sont des marqueurs très pronostiques, comme les CD4. Dans leur cohorte clinique, j'aurai toutes les valeurs qu'avait le clinicien quand il a décidé. Donc je pourrais mieux corriger ce biais d'indication que dans la cohorte par intervalle, où je n'aurai que des valeurs tous les 6 mois qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles le clinicien s'est basé pour décider. Donc vous voyez, il n'y a pas un meilleur modèle, mais il y a qu'est-ce que ça implique sur l'interprétation des analyses que je vais faire en fonction du modèle dans lequel je suis. Alors, après, les événements étudiés, eh bien, je vais les étudier en fonction de je vais les choisir en fonction de leur relevance clinique ou biologique. Évidemment, il va falloir rechercher l'événement chez tous les sujets de la cohorte, donc c'est important de limiter les perdus de vue. Et éventuellement, s'il y a des perdus de vue, peut-être on peut utiliser des sources d'informations complémentaires, aller voir dans le répertoire des personnes vivantes, enfin des choses comme ça, savoir si la personne est toujours vivante, essayer de croiser avec les données des causes de décès, des certificats de décès, récupérer de l'information complémentaire. Écrire au médecin soignant du patient, si c'était un patient, voilà, dans une étude de cohorte de malades. Donc, les expositions et les facteurs de confusion, ils sont prédéfinis. Je vais les mesurer de façon initiale et les réévaluer régulièrement. Et éventuellement, je pourrais, quand je vais répondre à une question précise, choisir d'apparier mes exposés et non exposés sur un certain nombre de facteurs, parce que je pense que ça me permettra de comparer des groupes plus comparables. Ce qui va faire la puissance de l'étude, c'est le nombre d'événements. Ce qui compte, c'est le nombre d'événements. Et donc, si je veux plus d'événements, il faut que j'augmente la taille et ou la durée du suivi. Mais bien sûr, ça ne peut ne pas avoir le même sens. Je vous donne un exemple. Dans le cas de l'hormone de croissance, génie biologique, d'accord ? On craint peut-être que les personnes chez qui on utilise ce traitement pour les faire grandir, ça pourrait augmenter leur risque de cancer. Alors, ce qu'ont fait les firmes, et on les a laissés faire, je veux dire les agences d'enregistrement, ils font des registres des patients exposés. Mais la durée de suivi dans le registre, c'est tant qu'on injecte l'hormone de croissance. Mais on n'imagine pas que le cancer va se développer, s'il y en a un, va se développer en 2 temps, 3 mouvements. On voit bien que dans un cas comme ça, ce qui compterait, c'est peut-être d'avoir moins de sujets, de ne pas être exhaustif sur son registre, mais en revanche, de les suivre 10 ou 20 ans, qui est le délai au bout duquel un cancer est susceptible d'apparaître. Eh bien non, ça s'arrête à la dernière injection. Donc les études,
voyez qu'elles sont très larges, elles sont exhaustives, tout ça, ça a l'air très joli. Elles sont faites pour ne pas montrer un surrisque, vous voyez, par construction. Donc, quand je dis augmenter, c'est soit augmenter le nombre, soit augmenter la durée. Vous voyez bien qu'en fonction du modèle que vous avez, de l'effet du facteur sur votre événement, il vaut mieux augmenter le nombre, si c'est un effet rapide, ou alors il vaut mieux augmenter la durée, si c'est un effet qui doit se produire dans 10 ans. Hein. Donc la puissance, souvent on dit, ben voilà, c'est le nombre de patients année, mais c'est pas équivalent, quoi. Hein. N'importe quelle année n'est pas forcément équivalente en fonction du risque qu'on étudie. Alors, entre cohorte et cas témoins, vous allez étudier toute la population source dans une étude de cohorte. Vous pourrez calculer des taux d'incidence, des différences et des ratios, du risque absolu, plus d'une maladie. Et comme on l'a dit, ça peut être prospectif ou rétrospectif. Les études cas témoins, il faut échantillonner dans la population source. Vous allez prendre les cas et une partie des témoins. Vous n'aurez pas de risque absolu, donc c'est éventuellement moins coûteux. Hein. Vous pourrez vous intéresser à plus d'une exposition, mais dans une étude de cohorte aussi. Et là aussi, ça peut être prospectif ou rétrospectif. Et en général, historiquement, c'était toujours rétrospectif. C'est-à-dire, on choisissait des cas, des témoins, on allait les interroger. Et évidemment, ça, c'est source de biais, parce qu'on ne collecte pas l'information de façon indépendante. Et donc, du coup, ces études ont gardé la connotation qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont moins bonnes que les études de cohorte. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la HAS, ils ont toujours le vieux guide de l'ANAES, et ils donnent plus de niveau de preuve à des études de cohorte qu'à des études cas témoins. Alors, ça, c'est absurde parce qu'en fait, on a de plus en plus des variations que les gens ont fait parce qu'il y a de plus en plus de bases de données ou de cohortes, long terme, dans lesquelles les gens ont imaginé d'aller faire des études cas témoins emboîtées. Donc d'aller choisir des cas et un certain nombre de témoins. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que, admettons qu'il y a le nouveau marqueur machin, qui est prometteur, comme étant pronostic de je ne sais quoi. D'accord ? Donc on a envie de voir dans sa cohorte si c'est le cas. Alors, est-ce qu'on fait les 30 000 sujets qu'on a inclus dans sa cohorte ? Il va falloir trouver beaucoup d'argent. Hein ? Ou est-ce qu'on fait tous les cas et 3-4 témoins par cas ? Alors du coup, là, c'est peut-être seulement 2000 qu'il faut tester. Et en plus, le test, il prend du temps, tout ça, donc 2000, c'est beaucoup mieux que 30 000. Hein ? Et en plus, comme vos données, bien sûr, vos données d'exposition, là, en l'occurrence, le marqueur, vous allez le prendre du tube. Le tube et les résultats qu'il y aura dans le tube, si vous avez bien conservé votre tube, il ne dépend en rien du fait que la personne ensuite a ou pas l'événement d'intérêt. Donc vous êtes bien dans une situation où c'est indépendant. Donc en fait, vous retrouvez tous les avantages d'une étude de cohorte, mais pour le coût d'une étude cas témoin. Hein ? Et donc forcément, c'est très populaire. Hein ? Voilà, en particulier pour les gens qui ont des biotech. Hein ? Et donc du coup, dans ce type de cohorte-là, de cas témoins emboîtés dans la cohorte, vous avez tous les avantages de la cohorte et tous les avantages de cas témoins, sans avoir les inconvénients de cas témoins. Bien sûr, c'est important du coup qu'il n'y ait pas beaucoup de perdu de vue, que vous vouliez bien choisir les témoins de façon au hasard. Mais du coup, vous voyez, la connotation HAS, à l'ANES, quand ils ont fait la recommandation, il n'y avait pas encore beaucoup d'études cas témoins emboîtées, et ça n'a aucun sens. Et dans ce domaine-là, dans les papiers qui proposent des choses sur les gradations des niveaux de preuve, comme le groupe GRADE, ils ne font pas de différence entre cohorte et cas témoins. Ils font des différences par rapport au problème de l'existence de biais potentiels. Hein ? Et là, on a beaucoup contrôlé le problème principal des études cas témoins en faisant ça. Donc, vous voyez, et souvent, en plus, les gens disent cohorte, prospectif, cas témoin, rétrospectif. Non, ce qui compte, c'est l'indépendance de la collecte. C'est le seul critère pour dire si une étude a des chances d'être moins biaisée qu'une autre. Hein. Et pas du tout le fait qu'elle soit une cas témoin peut être beaucoup mieux qu'une cohorte, quoi. Voilà. Une cohorte avec beaucoup de perdus de vue, c'est pas une bonne idée. Donc dans ce cas témoin niché, vous allez identifier vos cas au moment où vous faites l'étude et vous allez faire une sélection d'échantillons parmi les non-cas. Vous allez recueillir des informations coûteuses sur un nombre limité de sujets et ça vous limitera vos problèmes de biais. Évidemment, c'est lié à la bonne qualité de la cohorte, mais forcément, si vous avez beaucoup de perdus de vue, ça reste toujours un problème.
Quelques mots de la façon dont on appelle les mesures des différentes choses. Alors d'abord, fréquence des maladies, suivant les contextes. L'incidence cumulée, vous voyez, c'est, admettons, vous incluez 5000 personnes, là, comme dans Framingham. Et puis, vous allez les suivre vie entière. Et à la fin, vous en aurez X qui aura fait l'événement. Voilà. Vous voyez, des gens suivis en 48, à mon avis, il commence à y en avoir beaucoup qui sont morts. Donc, on n'est pas encore tout à fait tout le monde, parce qu'il y a encore, comme je vous ai dit, la 30e visite. Et donc, vous pouvez calculer une incidence cumulée. Vous voyez que finalement, c'est quand même assez rare. Sans ça, vous êtes obligé de faire des incidences à 10 ans, en corrigeant pour les perdus de vue, blablabla. Mais vous voyez, c'est pas si facile que ça. Prévalence, ça, c'est à un moment donné. Typiquement, la prévalence, c'est ce que vous allez mesurer si vous faites une étude transversale. Vous êtes à un moment donné, vous allez dire combien de gens ont la maladie qui vous intéresse. Et bien ça sera la prévalence. Alors, odds ou cote au sens de la cote d'un cheval. Vous voyez, quand on fait des paris. Et donc en anglais qui se dit odds ratio qu'on entend souvent dans les papiers, ça vient de là. En fait, c'est quand vous divisez, c'est simplement la probabilité d'être malade, c'est la probabilité de ne pas être malade. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne va pas mesurer dans l'absolu, mais on va mesurer des rapports de odds, donc des odds ratio, des rapports de cote, si on le met vraiment en français. Dans les études, transversales, ce sera des prevalence odds ratio, ou dans les études cas témoins, ça sera des incidence odds ratio. Mais dans ce qui nous intéresse pour les cohortes, ça on ne le mesure pas, simplement c'était juste pour redonner toutes les définitions dans la diapo. Le taux d'incidence, lui, c'est le nombre de nouveaux cas sur le nombre de patients période à risque. Donc si vous suivez 10 000 personnes pendant un an et que vous avez 100 cas, eh bien, ça sera 100 pour 10 000. Maintenant, si vos 10 000, il y en a certains qui sont suivis, d'autres qui sont perdus de vue. Peut-être bien que vos 10 000, à la fin de l'année, ils vont faire 8 000 patients année seulement. Et donc, vos 10 cas, ça sera à rapporter à 8 000 patients année, vos 100 cas, pardon. Et c'est comme ça que vous calculerez votre taux d'incidence. Et enfin, le risque instantané, c'est la probabilité d'événement par unité de temps. Voilà, dans la seconde qui suit, quel est le risque d'avoir l'infarctus du myocarde. Donc ça, derrière, c'est associé à des mesures de rapport de risque, ce qui est en général, c'est ça les mesures d'association. On va dire, quand on a l'exposition A versus pas l'avoir, quel est le risque d'avoir la maladie qui nous intéresse. Donc, le risque relatif, c'est justement le risque cumulé, donc l'incidence cumulée, le rapport des incidences cumulées. Le rapport de cote, c'est donc le odds ratio. Comme je vous ai dit, c'est ce qu'on mesure en général dans les études cas témoins et dans les études transversales. Le rapport de taux d'incidence, c'est incidence rate ratio. Et le rapport de risque instantané, c'est hazard ratio. Et en général, donc ça, c'est deux mesures qu'on peut avoir dans les études de cohorte. Et le modèle naturel pour faire les analyses et prendre en compte des analyses multivariées, prendre en compte plusieurs facteurs. Pour le rapport de taux d'incidence, c'est les régressions de Poisson. Et pour le rapport de risque instantané, c'est les modèles de Cox. Et là, ça serait la régression logistique pour les odds ratio. Alors, quels sont les problèmes liés aux études observationnelles? Alors, il faut savoir que ces problèmes, ils existent tout aussi bien dans des études randomisées. Tout simplement, a priori dans les études randomisées, ils sont minimisés. Un biais, en fait, c'est une erreur systématique. Qu'est-ce qui peut être un biais? Par exemple, le fait qu'un patient soit perdu de vue. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Et si ce n'est pas au hasard des facteurs que vous étudiez, ça peut biaiser l'estimation que vous allez faire de la relation entre l'exposition et la survenue de l'événement qui vous intéresse. Ça peut être aussi, si votre critère de jugement, c'est une valeur biologique, ça peut être, vous ne l'avez pas mesuré. Donc tout ce qui est manquant, ça peut être des biais. Ça peut être aussi, dans une étude cas témoin, si vous dites, je vais faire une étude cas témoin sur la sclérose en plaques, et je vais enrôler les gens qui, maintenant que je suis, qui ont la sclérose en plaques. Oui, mais ceux qui sont déjà
morts, eh bien, vous n'allez pas pouvoir les inclure, vous n'allez pas pouvoir les interroger. Donc peut-être que eux, leur profil de facteur de risque était différent, et peut-être que ça va biaiser vos résultats. Hein? Ça peut être aussi, quand on s'intéresse aux effets des médicaments, analyser des utilisateurs prévalents et pas des nouveaux utilisateurs. Il y a eu typiquement ce problème quand on a étudié le risque de troubles thromboemboliques veineux chez les femmes qui utilisaient des contraceptifs de 3e génération versus 2e. Il y avait 7 études publiées à peu près en même temps, certaines cas témoins, d'autres cohortes, et qui ont comparé donc chez des femmes dans les études cas témoins, on trouvait qu'il y avait donc un sur-risque quand on avait utilisé les 3e générations. Mais en fait, on avait pris des femmes qui utilisaient ou pas, au moment où on a fait l'étude, les 2e et les 3e générations. Or, ce qui se passe avec le risque thromboembolique veineux, c'est quand on est soi-même à risque, par exemple parce qu'on a une mutation facteur 5 Leiden ou d'autres facteurs de ce genre, et si on est exposé aux produits, là en l'occurrence le contraceptif, d'ailleurs que ce soit 2e ou 3e génération, on va faire la thrombose au début. D'accord ? Donc vous êtes une utilisatrice de 2e génération qui est arrivée sur le marché il y a 10 ans. On vous a donné ça, vous avez fait la thrombose, vous n'avez plus évidemment de 2e génération. D'accord ? Donc quand vous êtes 10 ans après l'entrée les utilisatrices de 2e génération, pour beaucoup d'entre elles, c'est des vieilles utilisatrices, des utilisatrices prévalentes. Tandis que cette 3e génération qui vient d'arriver sur le marché, c'est des nouvelles. D'accord ? Et quand vous les comparez, forcément, vous trouvez que celles-là, elles en font plus, mais c'est juste parce qu'elles sont, voyez, au début du risque et qu'on n'a pas éliminé les gens à risque. Hein ? Voilà. Donc typiquement, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un problème fréquent quand on fait des choses sur les médicaments. Il y a le même genre de problème dans hormonothérapie substitutive et risque d'infarctus. Hein. C'est pour ça que les études en partie étaient fausses. Le biais d'information, c'est des biais qui portent soit sur l'exposition, c'est tromper sur la mesure d'exposition, soit sur le fait d'être un cas ou pas être un cas. Par exemple, le fait qu'on n'a pas vraiment l'ensemble des cas. Typiquement, ça arrive dans un essai où, en fait, on veut regarder quel est l'effet du traitement, l'effet délétère du traitement sur un événement indésirable. Les événements indésirables, ils sont déclarés. Normalement, on est censé tout déclarer, mais si vous êtes dans la pathologie A, par exemple, au hasard, infection à VIH, et que l'événement qui vous intéresse, au hasard, infarctus du myocarde, eh bien, vous n'avez pas forcément connaissance que votre patient il a fait l'infarctus du myocarde. Et même si vous en avez connaissance, comme d'après vous, en tout cas au moins au début, ça vous paraît pas lié au traitement que vous lui donnez, vous n'allez pas forcément le déclarer parce que vous pensez instinctivement que c'est pas lié. Parce qu'on vous demande de tout déclarer, mais vous dites, oh, c'est pas lié, je ne déclare pas. Hein ? Donc du coup, quand dans cette situation-là, vous utilisez des données d'essais cliniques randomisés, peut-être bien que vous n'avez pas tous les cas. Hein ? Et donc peut-être bien que ça peut causer des biais. D'accord ? Et aussi, vous voyez, dans une cohorte, 30 000 sujets, vous avez 500 cas d'infarctus. Vos cas d'infarctus, vous allez bien les valider, vous allez faire relire par les cardiologues, ils vont dire oui, j'ai bien ça, j'ai bien ça, j'ai bien ça. Il y a la définition Monica ou je sais quoi de la Société européenne de cardiologie, il le remplit bien, c'est un cas. Mais comment vous faites pour vérifier que les 29 500 autres pour lesquels on ne vous a pas dit qu'ils avaient de maladie, ils n'en ont pas ? Vous voyez ? Hein ? Ça peut être compliqué. Donc, premier problème, biais, et biais égale erreur. Et vous avez vu, c'est essentiellement dans le design, dans la façon dont l'étude est faite, conçue et faite, qu'on a des problèmes de biais. D'accord ? Maintenant, facteur de confusion. Confounding, qu'est-ce que c'est ? Ça survient quand un facteur, il est associé à la fois avec l'événement d'intérêt et aussi avec l'exposition. Et aussi quand il n'est pas affecté par l'exposition. Je vous prends un exemple toujours dans le VIH, parce qu'ils me viennent spontanément, évidemment, à la tête. Donc, on se dit, est-ce que les inhibiteurs de protéase, ça augmente le risque d'infarctus du myocarde ? Et on sait que les inhibiteurs de protéase, une chose que ça fait, c'est que ça fait monter le LDL cholestérol. Alors là, est-ce que le LDL cholestérol, c'est un facteur de confusion ? Alors, il est bien associé au risque d'infarctus du myocarde,
donc il répond bien à la première condition. Il est associé à l'exposition, puisque quand j'ai des IP, ça fait monter mon LDL, hein, on est d'accord. Mais il est en fait un effet de l'exposition, puisque c'est parce que je suis exposé que mes LDL augmentent. Donc ce n'est pas un facteur de confusion. Hein. Il est entre guillemets peut-être sur le chemin causal, si jamais il y a bien une relation. Hein. Il serait sur le chemin causal. Donc lui, il ne doit pas être pris en compte dans l'analyse comme un facteur de confusion. Ce qu'on peut faire, c'est faire une analyse de sensibilité pour voir si quand j'ajuste dessus, ça fait disparaître l'effet que j'ai vu. Et à ce moment-là, on dira que c'est par l'effet sur le LDL cholestérol que mon association s'explique. Donc tous les facteurs de risque ne sont pas des facteurs de confusion. Par exemple, dans le premier travail qu'on avait fait historiquement sur inhibiteurs de protéase et risque d'infarctus, c'était sur la période 96-99. Et dans la base, à cette époque-là, on ne collectait pas le fait de savoir si les gens étaient fumeurs. Et en même temps, remettez-vous dans la tête, 96-89, l'arrivée des trithérapies, enfin des traitements pour soigner les gens, enfin ils ne meurent plus. On ne se posait pas la question de savoir s'ils étaient fumeurs pour les traiter. Voyez ? Donc, bien sûr, c'était un facteur de risque très fort, mais ce n'était pas un facteur de confusion. D'ailleurs, autre exemple, l'âge, c'est le facteur de risque le plus important pour les maladies cardiovasculaires. Et dans notre mode, et bien sûr, on trouvait que l'âge était associé au risque de maladies cardiovasculaires, heureusement. Mais qu'on ajuste ou qu'on n'ajuste pas sur l'âge, ça ne changeait absolument pas notre association avec les inhibiteurs de protéase, parce que là non plus, on ne choisissait pas de donner des traitements aux gens en fonction de leur âge. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes un facteur de risque que vous êtes un facteur de confusion. Et puis, ça peut changer au cours du temps. Dans l'exemple que je vous ai donné sur le tabac, 96-99, c'était raisonnable. Mais maintenant, on est en 2005. On se doute bien que les IP, ça fait des choses. On sait en plus que les patients, ils font plein de maladies qui sont liées au tabac. Des cancers, des infarctus, des choses comme ça. Donc, on se doute bien qu'un patient qui est fumeur, on peut peut-être choisir ses traitements différemment. Donc maintenant, on ne peut pas faire d'études où on ne regarderait pas si les gens sont fumeurs ou pas. Mais il y a 10 ans, on pouvait. Donc vous voyez, c'est méchant, ça peut changer. Alors, quelles sont les conséquences ? Donc en fait, quand il y a des facteurs de confusion, on va trouver des associations qui existent bel et bien, mais simplement qui ne sont pas causales, puisqu'elles sont liées à ce troisième facteur. D'accord ? Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre ça en charge ? Eh bien, en connaissant bien son domaine, en réfléchissant au départ à quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'influencer l'exposition et donc qu'il faut mesurer et qu'il faut prendre en compte. Et on peut les prendre en compte soit par l'organisation de l'étude en choisissant d'apparier, ou par exemple, on craint que le tabac ce soit un problème. Faisons donc l'étude que chez les fumeurs ou faisons donc l'étude que chez les non-fumeurs. Puis le problème est réglé. Donc ça, ce serait ce qu'on appelle restriction. Appariement, on apparie les gens, ou bien par l'analyse. Au moment de l'analyse multivariée ou d'une analyse stratifiée, on va prendre en compte le facteur. Bien sûr, à la fin, comme on ne peut pas penser à tout, hein, on va toujours écrire, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas un peu de confusion résiduelle qui existe. Mais enfin, vous voyez, c'est la phrase standard du papier, quoi. On ne peut pas. Alors ensuite, conséquence des biais. Avec un biais, on peut trouver quelque chose qui est faux. Vous voyez, qui n'existe pas. C'est faux. Et ce n'est pas parce qu'on a ajusté qu'on a pris en compte les biais. Les biais, une fois qu'il y a le biais, pas grand-chose qu'on puisse faire. Hein. La seule chose qu'on peut voir, c'est quand même en faisant des analyses de sensibilité, des restrictions de groupe, des choses comme ça, où on va se dire, tiens, peut-être qu'il y a un biais, ou au contraire, non, quoi que je fasse, je prends tel sous-groupe, tel sous-groupe, tel sous-groupe, j'ai toujours la même chose, je vais me sentir plus à l'aise pour me dire que je n'ai pas de biais. Hein. Deux éléments de méthodologie encore importants. Donc, la puissance, j'ai dit, il ne faut quand même pas oublier ça, même s'il ne faut pas faire des calculs à la virgule, il faut quand même se donner les moyens. Hein. Donc, ce qui va compter, évidemment, c'est, l'erreur de type 1, mais c'est toujours 5%, ça ne fait pas grande différence. Quelle puissance je choisis, quel type de risque relatif je détecte, et surtout, quelle est la fréquence de la maladie chez les non-exposés. Hein. Et ce qui fait qu'une étude est puissante, c'est le nombre d'événements. Dans une étude cas témoin, souvent, votre nombre de cas, il est votre nombre de cas que vous pouvez faire compte tenu du contexte. Ce n'est pas trop vous qui le choisissez. Donc la façon d'augmenter la puissance, c'est d'augmenter le nombre de témoins par cas. Mais en pratique,
au bout de 3-4, vous augmentez plus tellement votre puissance, hein, et puis après, il y a des problèmes de compromis, coût, efficacité. Hein. Et puis, ce qui compte, c'est la fréquence de l'exposition chez les témoins. Voilà. Un dernier point que les gens oublient souvent, c'est que quand vous faites des analyses, vous voyez, vous réfléchissez à un problème. Je m'intéresse à telle exposition, telle maladie, il va falloir que je prenne en compte ça. Par exemple, je reprends toujours mon exemple, infarctus et antirétroviraux. Donc il faut que je prenne, quand je m'intéresse à les inhibiteurs de protéase, bon, ben, il va falloir que j'ajuste sur tous les autres médicaments. Il y en a, en tout des médicaments, il y en a bien une quinzaine. Donc vous voyez, il faut que j'ajuste. J'ai déjà 15 variables d'exposition au traitement. J'ai les facteurs de risque, donc les facteurs de confusion potentielle, donc en gros les facteurs de risque cardiovasculaires, des choses comme ça. Bon, à la fin, vous voyez bien que j'ai au bas mot 20 à 30 variables qu'il faut que je mette dans mon modèle, plus l'exposition qui m'intéresse. Hein? Et alors, comment je fais quand j'ai 28 cas? Mais on a vu des études comme ça, hein, je vous le cite parce que c'est des études, bon, moi j'ai reviewé des milliers de papiers sur ce sujet, là, enfin j'exagère, mais plusieurs. Et vous voyez, les gens, ils ajustent sur ça et ils disent, ben, je trouve ci ou je trouve ça. Oui, mais so what, hein? Parce que vous voyez comment vous faites pour mettre vos 30 variables, vous voyez, alors, il vous faudrait au moins 300 événements, quoi. Hein? Des études avec ce nombre de sujets-là, il y en a 2 dans la littérature, hein, voilà. Les autres, ben, on ne les regarde même pas, quoi. Enfin, l'autre chose aussi, c'est que pour interpréter un résultat, il ne faut pas regarder le P, il faut regarder la valeur, donc soit de l'odds ratio, soit du risque relatif, soit du hazard ratio, et son intervalle de confiance, et c'est ça qui vous dit. Parce que la valeur, elle vous dit, bah, si c'est 1, peu importe l'intervalle de confiance, ça a l'air de dire qu'il n'y a pas d'association, peu importe l'intervalle de confiance autour. Hein. Si c'est plus petit que 1, ben, protecteur, si c'est au-dessus, potentiellement délétère. Hein. Et puis l'intervalle de confiance, il vous dit d'abord, est-ce que je me suis donné les moyens? Vous voyez, un intervalle de confiance qui va de 4 à 1500. Typique, c'était un papier en fast track dans AIDS pour dire que, ce qui est vrai par ailleurs, hein, mais ce n'est pas le problème, que DKT augmente le risque de l'hypoatrophie. Mais l'intervalle de 4 à 1500, il dit, ben, revenez quand vous aurez une étude qui a une puissance quelconque. Hein. Et ben, c'était significatif, mais so what, vous voyez? C'est vraiment la valeur du paramètre et son intervalle de confiance qui compte. Et aussi, quand j'ai une association, eh ben, je peux être dans 5 situations différentes, entre une exposition et un événement. Ça peut être par chance, enfin, malchance en gros. Hein, ça peut être l'erreur aléatoire. Vous vous souvenez, le alpha, 5%. Ben oui. Même quand l'hypothèse nulle est vraie, dans 5% des cas, je vais dire qu'il y a quelque chose. Et donc, à ce moment-là, l'association est fausse, et en fait, l'exposition et l'événement ne sont pas liés. Après, ça peut être un biais qui explique mon résultat, une erreur systématique. Mon association est fausse, et en fait, il n'y a pas de lien. Après, je ne vois qu'une association. Donc, après tout, pourquoi je dis que c'est A qui cause B? C'est peut-être bien B qui cause A. Hein? Donc l'événement est une cause de l'exposition. Ça peut être un facteur de confusion. Il y a bien une association, mais c'est le 3e facteur qui l'explique. Donc je suis dans le schéma là-bas. C'est mon facteur X qui est lié à la fois à l'exposition et à l'événement qui explique pourquoi je trouve une association entre l'exposition. Et enfin, mais vous voyez que ça ne fait qu'un cas sur les 5 possibles, j'ai bien une association et elle est bien causale. Mais vous voyez, hein, les gens sautent souvent. Étude observationnelle, association, c'est la cause. Hein? Il faut un petit peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on pense de cette association et est-ce qu'on croit qu'elle est causale. Et aussi, la causalité, ça n'a rien à voir avec la signification. Rien du tout. C'est 2 choses différentes. Je pourrais avoir une association causale qui soit non significative et une association significative qui soit non causale. Ça n'a rien à voir. Hein? Encore une autre bonne raison pour ne jamais regarder le P de toute façon. Je dis ça, mais du temps où Rothman était l'éditeur en chef d'Epidemiology, qui est une des 2 meilleures revues d'épidémiologie, hein, c'était interdit d'envoyer un article où il y avait un petit P. De toute façon, si vous aviez un article avec un petit P, on vous le renvoyait immédiatement. Hein, sans revue, voilà, c'est interdit. Alors, causalité...
En fait, dans les études observationnelles, ce qu'on conclut, c'est le facteur risque est associé à la maladie. Et ça ne veut pas toujours dire, comme vous l'avez vu sur mon tableau précédent, que X est la cause de Y. Hein? Il faut un peu réfléchir autour de comment on interprète le résultat pour dire que X est la cause de Y. Et l'étape d'après qu'on franchit souvent assez allègrement, en particulier dans le domaine de la nutrition, c'est de dire, j'ai trouvé que, je sais pas, les gens qui mangent plus de fruits et légumes vont mieux. Et du coup, moi, qui ne mange pas beaucoup de fruits et légumes, est-ce que si j'en mange plus, je vais aller mieux? Alors que par ailleurs, je ne fais pas d'exercice, vous voyez, je fume, en fait non, mais je bois, enfin, etc. Vous voyez? Aucune preuve de ça. Toutes les recommandations qu'on a en nutrition, elles sont basées sur le truc implicite que ça signifie ça. Ben, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand on fait des interventions en nutrition avec les suppléments, par exemple les oméga 3, les choses comme ça, ils trouvent des choses négatives et à la fin ils disent oh, c'est parce que je ne l'ai pas bien fait. Jamais ils disent en fait c'est parce que ce qu'on a vu en étude observationnelle, ça ne se traduit pas par si X qui n'avait pas tout ça, on le supplémente, ça va lui changer la vie. Vous voyez ? Dans l'étude Women's Health Initiative, qui était un très gros programme sur la santé des femmes suite au lobbying que le NIH ne finançait que des études dans lesquelles on incluait des hommes, dans lequel on a fait l'hormonothérapie substitutive, mais on a fait aussi des interventions sur la nutrition. Et on a suivi 40 000 femmes pendant 8 ans, un groupe randomisé à qui on avait donné des cours pour qu'elles mangent moins gras, plus de fibres, plus de fruits et légumes, et les autres, on ne leur avait pas fait les mêmes conseils. On les suit 8 ans, 40 000. En fait, elles mangent différemment, c'est significatif. Hein. Et d'ailleurs, elles ont même des facteurs de risque plutôt mieux. Elles ont moins de poids, elles ont un peu moins d'hypertension, un peu moins de cholestérol. D'accord ? Pas beaucoup moins, mais significatif. Hein. Maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe sur le risque cardiovasculaire. Quelle est la valeur du hazard ratio ? 1,00. Et on dit, ah, c'est parce qu'elles n'ont pas changé assez. Ne pas, l'hypothèse ne va pas. Beaucoup des choses que j'ai racontées, vous allez les trouver là-dedans. Dans les recommandations Straub. Vous les trouverez aussi sur PLOS-MED dans une version dont le premier auteur est Vandenbroek parce qu'il tourne. Et c'est intéressant d'avoir cette version longue parce qu'il vous explique pour chaque paramètre pourquoi ils disent ça. Il vous explique pourquoi qu'un biais à facteur de confusion, c'est pas pareil parce qu'il y en a un, c'est l'association est vraie, l'autre est fausse. Il vous explique pourquoi il ne faut jamais utiliser rétrospectif et prospectif, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Juste pour finir, ça va être rapide, car je n'ai que quelques diapos. Framingham, je vous ai dit. Framingham, donc vous voyez, c'est créé en 1948. Et les objectifs, c'était d'identifier des facteurs communs et des caractéristiques qui contribuent au risque de maladies cardiovasculaires, en suivant son développement sur une longue période de temps dans un grand groupe de participants qui étaient indemnes, on a bien vu, hein, qui étaient indemnes, même de symptômes de maladies cardiovasculaires. Donc ils ont inclus 5209 hommes et femmes qui avaient entre 30 et 62 ans à l'époque et qui habitaient Framingham, qui est une ville du Massachusetts. Et ils ont eu donc un premier examen à la fois clinique sur les modes de vie et puis ensuite, tous les 2 ans, ils ont une visite depuis 1948. Et comme je vous ai dit, hein, la dernière qui a eu lieu, c'est la 30e. Et en 1971, en fait, ils ont inclus la seconde génération, donc des descendants des participants originels. Et comme bien sûr, ils voulaient étudier les déterminants génétiques, ils ont aussi inclus, quand ils n'avaient pas été inclus au départ, le mari ou la femme de celui qui avait été inclus au départ, parce qu'ils avaient besoin de la deuxième composante pour pouvoir faire des évaluations génétiques. Ensuite, ils se sont dit qu'entre 1948 et 1994, la population qui habitait à Framingham avait bien changé, parce que maintenant, il y avait beaucoup de Noirs et d'Hispaniques qui n'étaient pas très représentés à l'époque, et donc ils ont inclus effectivement des Noirs et des Hispaniques, environ 600, en 1994. Et puis, vous voyez qu'en 2002, ils sont passés à la 3e génération,
donc les petits-enfants des inclus initiales, et puis ils ont réajouté, parce qu'ils ont dit que ce n'était pas assez, ils ont réajouté un second groupe de participants qui n'étaient pas des participants originaux. En termes de publication, donc vous voyez, ils ont publié 2223 articles depuis 1950, et vous voyez sur ce graphique, c'est groupé par décades, bien sûr sauf la dernière, hein. Et alors, vous voyez que la première décade, là, on aurait pu, si on les avait évalués là, on aurait pu leur dire que, c'était pas top, hein. Et on aurait eu bien tort, comme la suite le montre, hein. Parce que voilà, il y a un temps de latence important, hein. Et il faut être prêt à ça quand on démarre l'aventure. Voilà. Et voyez comme c'est exponentiel, parce que maintenant c'est ouvert. Si vous avez une question à poser à partir des données qui sont dans Framingham, vous trouvez sur leur site tous les documents qu'il faut remplir pour suggérer votre idée, hein. Donc c'est quelque chose d'ouvert. Après, bien sûr, c'est évalué par un comité qui va vous donner ou pas accès aux choses, mais il n'y a pas que les gens strictement de l'étude qui participent bien sûr à l'étude. Et alors, je ne vais pas tout lister, mais voyez, leur recherche milestone, il y en a beaucoup, et vous allez voir comme ça s'accélère en nombre, hein, voilà. Donc en gros, quand même, leur premier papier, vous n'étiez pas les premiers sur ça, mais presque, hein, parce qu'il y avait une autre cohorte historique qui est la cohorte des médecins anglais, qui a été fondée dans les années 50 par Doll et Bradford Hill, et qui a commencé à publier dans leur premier papier. Ils trouvent bien que le tabac augmente le cancer du poumon, mais pour les maladies cardiovasculaires, c'est borderline, c'est pas encore très significatif. Vous voyez, c'est juste, on voit bien que le risque est augmenté, mais on n'est pas encore significatif. Bon, après, voilà, ils ont montré ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, ils font des choses un petit peu autres. Vous voyez, ils ont lancé des études génétiques seulement en 2006. Ils ont commencé aussi à dire des choses sur risque vie entière, parce qu'ils commençaient à avoir quand même beaucoup de gens qui étaient décédés. Et donc, ils pouvaient dire des choses vraiment sur... Ils ont montré aussi l'impact du réseau social des individus sur le risque d'un certain nombre de paramètres. Donc là, par exemple, sur l'obésité. Hein, donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas conçu au départ, qu'ils ont évidemment fait ensuite. Et aussi, ils ont montré l'influence du réseau social sur la décision d'arrêter de fumer, par exemple. Ils ont, en 2009, trouvé des premiers déterminants génétiques. Voilà. Et là, vous voyez, le côté de la deuxième génération, il montre que, voilà, en cas de démence chez les parents, ça peut avoir un impact sur la santé des enfants. Donc, des choses qui commencent à sortir de leur cohorte de deuxième et troisième génération. Et juste pour vous montrer, vous voyez là, tout ça c'est que 2010. Vous voyez le côté exponentiel. La première diapo, j'ai fait de 1948 à 1998, et la dernière c'est que des résultats de 2010. Hein. Alors, quelques mots aussi sur la base de données hospitalières françaises, donc, dont on s'occupe. Nos objectifs, et c'est beaucoup basé sur la taille, c'est de faire de l'évaluation clinique à moyen et à long terme. Dans le VIH, les médicaments ils sont enregistrés sur leur effet sur la charge virale. Et nous, on peut continuer à regarder qu'est-ce qui se passe en termes de morbimortalité, parce qu'on a une très grande taille, qui n'est pas dans les essais. Donc vous voyez, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe dans les essais. Mais évidemment, il y a des problèmes de biais d'indication très nombreux, en particulier avec des covariables dépendants du temps, comme les CD4, qui influencent le fait de décider de traiter, qui changent sous traitement. Vous voyez, c'est assez compliqué à démêler. Donc, il faut utiliser des méthodologies innovantes. On s'intéresse à la morbimortalité sévère, sida et non-sida, et surtout en non-sida, les tumeurs et l'infarctus. Et puis, on fait de la contribution à la surveillance épidémiologique en France. Vous allez voir pourquoi. Et par ailleurs, bien sûr, il y a une thématique ouverte. Bien sûr, les centres participants peuvent demander à soumettre, mais d'autres chercheurs peuvent aussi soumettre un projet au conseil scientifique qui regarde si c'est faisable ou pas. Et est-ce qu'ils ont la compétence pour le faire? On leur donne les données. Et s'ils n'ont pas la compétence pour le faire, on le fait avec eux. Et puis, on est en train de développer des choses sur les migrants et la co-infection avec l'hépatite C. Ça fonctionne en fait on a des données de 70 hôpitaux dans 26 des 28 Corévis en France, qui sont les centres de
de lutte contre l'infection à VIH qui sont définies sur une base régionale. Donc on a des données des patients vus à l'hôpital. Il faut savoir que les médicaments antirétroviraux, la primo-prescription et les modifications sont forcément à l'hôpital. Donc en étant là, on a bien les traitements qui sont prescrits aux patients. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a comme les critères d'inclusion? C'est donc d'être séropositif, d'être suivi dans un centre participant, d'avoir signé un consentement. On a des données biologiques, thérapeutiques et cliniques, y compris des diagnostics autres que le sida. Bien sûr, les données qu'on reçoit, nous, sont anonymisées, alors qu'en local, elles sont nominatives. Bien sûr, on fait des contrôles de qualité, on va faire des validations de diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'objectif sur la surveillance, c'est qu'on a montré qu'on était représentatif de la population suivie. Hein? Donc, du coup, on peut dire des choses, parce que dire ça se passe comme ça en France. Et puis, on a, voyez, environ 57% des patients qui sont suivis à l'hôpital pour lesquels on a des données dans la base. En termes de taille par rapport à d'autres projets, bon maintenant c'est un peu ancien, ça doit dater de 2008 la diapositive, mais vous voyez, c'était une enquête faite sur les cohortes pour savoir si elles collectaient des diagnostics non-sida. Et vous voyez, il y avait des cohortes et des collaborations de cohortes. Et vous voyez que le petit point très en haut, c'était nous. Et à l'heure actuelle, vous voyez, on a des données sur plus de 122 000 patients. Alors, pas suivis maintenant, hein, parce que beaucoup de ces patients-là sont décédés. On a environ 50 à 60 000 une année donnée, avec une durée moyenne de suivi de 7 ans. Et en termes de publication, donc on a été créé en 92. Vous voyez, on a 121 publications, ça fait 20 ans. Vous voyez, ça fait plus que la Framingham, mais il faut dire que les conditions de publication, surtout de données VIH, c'est pas dans les années 90-2000, c'est pas la même chose que de publier dans les années 50. Hein. Donc comment dire, il y a des biais dans la comparaison, hein. Mais quand même, c'était agréable à voir. Donc vous voyez quand même ce phénomène sur la productivité, quoi, hein, que forcément, voilà, il faut exister depuis un certain temps pour que ça se mette à être productif, ne serait-ce que parce que c'est à ce moment-là que vous avez les gens voient qu'il y a des papiers qui sortent, donc ils posent des questions, que ce soit les gens en interne ou en externe, quoi, hein. Et puis le gap, là, 2005-2006, c'est qu'on commence à être dans beaucoup de collaborations internationales, dans lesquelles même nous, on n'a pas la taille suffisante pour faire l'étude, donc on s'associe avec d'autres, donc ça rentabilise d'autant plus, puis vous êtes plus visible, puis on vous pose plus de questions, hein. Ça prend du temps. 3 résultats. Ça qui a beaucoup contribué, disons, aux recommandations de la HAS sur le fait de changer la façon de faire le diagnostic, c'était pour montrer que quand les gens arrivent à l'hôpital, ici avec la définition en ayant moins de 200 CD4 ou déjà le sida, et c'est environ un tiers des nouveaux patients sur la période la plus récente, 2009. Et on a montré dans ce même travail qui est publié là, que quand un patient arrivait à l'hôpital à moins de 200 ou le sida, par rapport à quelqu'un qui arrive à plus de 200, bien sûr, il va être traité tout de suite par les antirétroviraux, mais son surrisque de décéder va persister 4 ans après sa prise en charge. Vous voyez, à 4 ans, c'est 13,9% décédés dans les gens pris en charge tardivement, 3,9% dans les gens pas pris en charge tardivement. Un truc assez massif. Alors même qu'on les traite, hein, mais simplement c'est trop tard. Donc vous voyez, en termes de ce que je vous disais en termes de surveillance, dans la mesure où on est représentatif, sur les cancers, on avait bien l'idée que même les cancers non classés en sida étaient associés à l'immunodépression. Mais notamment, il y a eu un très beau papier dans le Lancet qui avait regardé quels étaient les cancers dont le risque était augmenté chez les patients VIH et chez les patients transplantés, qui avait trouvé que c'était les mêmes. Et donc ça plaidait bien pour l'immunodépression, puisque les transplantés, c'est bien pour ça qu'ils font plus de cancers. Mais avant notre papier, il y avait eu des études où on regardait tous les cancers non classés en sida. Mais pourquoi est-ce que ça se comporterait de la même façon pour tous les cancers non classés en sida? Vous voyez? Donc notre papier, en fait, il a été le premier à montrer qu'effectivement, pour les cancers fréquents, il y avait une association avec l'immunodépression en regardant cancer par cancer. Et je ne vous raconte pas tous les résultats, mais là, vous voyez, je vous montre pour 3 cancers fréquents chez les VIH, hein, dans les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est les cancers classés en sida, mais cela, c'est juste après. Vous voyez qu'on montre que plus les gens ont un CD4 bas, plus leur risque est important par rapport à ce taux de 500 qui est un peu l'objectif qu'on se donne en VIH. On aimerait que tous les patients ils aient reconstitué pour avoir au moins un taux de CD4 à 500. Vous voyez que même à des taux d'immunodépression modérés, le risque est augmenté.
Et par exemple, ce travail-là, il est paru genre en octobre, et dans les recommandations américaines en octobre 2009, dans les recommandations américaines de décembre 2009, c'était un des papiers cités pour changer la recommandation et dire qu'il fallait traiter tout le monde qui avait moins de 350. Sur infarctus du myocarde, dans ce papier-là, en fait, on a comparé. Donc, vous voyez, quand on dit je compare un groupe d'exposés à une population extérieure, ben, typiquement, là, c'est ce qu'on fait. On compare le risque d'infarctus aux données des registres Monica et on montre qu'il y a un risque augmenté chez les patients infectés par le VIH, 1,4 pour les hommes et 2,7 pour les femmes. Et ce qui était étonnant, c'est que dans la littérature, il y avait bien sûr déjà quelques papiers sur ça, notamment aux États-Unis, mais vous savez, aux États-Unis, donc, le risque d'infarctus du myocarde est très élevé, et en France, c'est un pays où c'est très bas. Mais le risque relatif qu'on a trouvé est exactement celui qui avait été trouvé aux États-Unis. Et on a montré aussi, parce que c'est donc un de nos sujets chauds, il y a eu toute une polémique autour du fait de savoir si la bacavir augmentait le risque, parce qu'il y avait une étude qui avait montré ça, de façon très inattendue, et ils avaient soumis leur résumé en lead breaker et ils ont été acceptés qu'en poster, ils étaient furieux. Mais ça a été le poster le plus vu de toutes les conférences où je suis jamais allée de ma vie. Presque la seule chose dont on a parlé en 2008 à la CROI, qui est le congrès américain du sida. Et donc nous, on a fait un travail. Et vous voyez, dans ce travail-là, quand on faisait juste association avec la durée cumulée en ayant ajusté sur tout ce qu'il fallait en termes de facteurs de confusion et d'exposition aux autres traitements, on ne trouvait pas de risque. Quand on faisait, en suivant ce qui avait été fait dans l'autre papier, ça, on trouvait un risque. Alors que eux, dès cette étape-là, ils trouvaient une augmentation du risque. Donc vous voyez, ce n'était pas la même chose. Et puis, on a fait des analyses de sensibilité en se disant, est-ce que c'est des biais, tout ça ? Et vous voyez que quand on se limitait aux gens qui n'étaient pas connus comme étant des utilisateurs de cocaïne ou de drogue IV, on ne trouvait plus de risque. Et bien qu'on ait trouvé ça à un moment dans le papier, vous voyez, la conclusion de notre papier, c'est de dire qu'on ne peut pas considérer que c'est causal, que c'est plus probablement des facteurs de confusion résiduelle et des biais qui expliquent le résultat. Et je suis très contente parce qu'on a réussi à publier ça. Vous voyez, c'est compliqué, hein, parce que d'habitude, les gens, ils sautent toujours. Il y a une association, donc c'est causal et significatif. Et voilà, je voulais juste pour finir, je vous avais dit que je finirais par la définition. Ça, c'était la définition qu'on trouvait, qu'on trouve sans doute toujours, sur le site du Grand Emprunt. Et vous voyez bien que, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, moi. Et puis ça m'inquiète, parce que vous voyez bien ce que je vous ai dit sur, justement, sur la nutrition, où il y a beaucoup d'études qui montrent, et quand on fait l'essai derrière, on n'a pas du tout ce résultat-là. Mais là, ça a l'air de dire que c'est possible, par exemple, d'isoler une variable. Mais des fois, c'est plutôt que les gens, ils ont un ensemble d'attitudes. Il faudrait faire des typologies d'attitudes plutôt, et dire la typologie machin, la typologie truc, et à la rigueur, peut-être, on approcherait de la causalité. Mais là, vous voyez, c'est très réducteur, c'est totalement scientifique, hein. Et puis ça, ben, ils doivent être très nuls. Dans Framingham, depuis 1948, ça n'a pas du tout jamais servi à ça. Jamais. Hein, très nul. Et la deuxième, c'était ça. Bon, alors ça, on peut dire. Mais voyez ça, là. Voyez bien, avec ce que je vous ai raconté dans tout mon topo, que ça, c'est totalement faux. Hein? Moi, si même de façon stakhanovitch, je mange 10 fruits et légumes par jour, sans rien changer au reste de ce que je fais, je serais toujours à risque cardiovasculaire, j'en ai peur. Hein? Donc voilà, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Et excusez-moi d'avoir débordé.